Merci beaucoup, Emma. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'entends par enseigner léger. Léger, pas dans le contenu de la classe, mais léger au niveau du matériel et surtout au niveau des livres qu'on peut utiliser dans la classe. Et je développerai un petit peu plus ce que ça signifie ensuite. La première chose que j'aimerais faire, c'est de vous poser une question. Donc, est-ce que vous pourriez répondre au sondage qui va apparaître, soit dans le chat, soit directement sur le sondage. Donc, vous avez des options à côté du sondage. Est-ce que vous suivez un manuel dans vos classes, donc un livre de cours, et vous avez les différentes options. Donc, je vais voter aussi. Et je pense que tout le monde a dû voter. OK. Donc, je vais mettre le résultat. Est-ce que le résultat apparaît automatiquement, Emma? Ah, ok. Ok, donc je vois les résultats. Je ne sais pas si vous pouvez tous voir les résultats. Euh, donc, ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais j'ai moi-même écrit oui souvent et j'expliquerai après pourquoi. Ce qui est assez rassurant, je dirais, c'est que personne n'a écrit toujours. Euh, alors pourquoi j'ai mis oui souvent? Bah, tout simplement parce que dans une des écoles pour lesquelles je travaille, je suis obligée de suivre un manuel pour les plus petites classes. Euh, et je pense que dans d'autres situations, je choisirais probablement d'utiliser un manuel. Euh, si, par exemple, les étudiants le requièrent, ou s'ils ont déjà commencé à utiliser un manuel, qu'ils souhaitent continuer à l'utiliser, etc. Donc, j'aimerais dire à ce stade-là que je n'ai rien contre l'utilisation des manuels en classe. Et avant de discuter des bénéfices de l'enseignement léger, j'aimerais justement parler faire un petit peu l'avocat du diable et faire une liste des bénéfices des manuels. Bonjour et bienvenue, Ellie. Je ne sais pas si vous avez participé au sondage que nous venons de faire. Je vous vois voter ou écrire. Donc, je vais attendre votre réponse avant de continuer. Peu de manuels, d'accord, très bien. Ok, donc faisons un petit peu l'avocat du diable avant de parler d'enseignement léger. Et est-ce que vous pourriez écrire dans le chat, la boîte de chat, toutes les raisons d'utiliser un manuel, avant de parler de toutes les bonnes raisons de ne pas utiliser un manuel. Je vous laisse écrire avant de mettre moi-même mes raisons. Et n'hésitez pas à en mettre plus d'une chacun. Francesco, si tu veux écrire en anglais, ça me pose aucun problème. Bonjour Bruno, bienvenue.
Donc Bruno, je ne sais pas si tu étais là quand on en a commencé. Donc on a fait un sondage euh, pour voir qui utilisait les manuels. Le sondage est sur la diapositive ici. Donc tu peux répondre si tu veux A, B, C ou D. Et maintenant, on est en train de voir premièrement toutes les bonnes raisons ou toutes les raisons tout simplement d'utiliser des manuels avant de passer à l'enseignement léger. Donc je vous laisse continuer D'accord, merci Bruno. Je vous laisse continuer à écrire toutes les raisons. Si vous pouvez penser à un petit peu plus de raisons, du point de vue du professeur et du point de vue des étudiants. Hmm. Ah, c'est intéressant aussi de penser aux stagiaires. Tout à fait, Ellie. D'accord, j'ai l'impression que vous avez fini d'écrire, donc bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est l'idée de structure. Les étudiants ne voient pas toujours facilement où on va quand il n'y a pas de manuel. Aussi, le fait que tout est au même endroit euh, et présenté clairement. Je pense qu'on peut aussi ajouter que les manuels offrent quand même des activités souvent très utiles, hein. Je n'ai rien contre les manuels en soi. Ils ont beaucoup réfléchi pour créer leurs activités et elles sont quelquefois utiles et efficaces. Alors, je vous demanderai maintenant de faire la même chose, mais cette fois-ci, toutes les raisons de ne pas utiliser un manuel. Et encore une fois, essayez d'écrire le maximum de raisons. Aucun problème, Emma. N'hésitez pas à continuer à écrire d'autres raisons. Je suis en train de les lire toutes et on les commentera après.
Je vois que vous continuez un petit peu à écrire, donc je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour finir. Ouais, je suis tout à fait d'accord, encore une fois, avec vos commentaires. Donc, ce qui ressort beaucoup, c'est que ce n'est pas personnalisé, ce n'est pas forcément pertinent. J'ajouterais que ce n'est pas toujours très adulte si on enseigne à des adultes. Euh, Aussi, effectivement, que les livres datent très rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Euh, Oui, c'est un très bon point aussi, Ellie, que vous avez fait, que on a un petit peu l'impression que si l'unité est finie, ça y est, on ne passe plus, on ne revient pas sur le langage. Donc, je dirais effectivement, la chose principale, c'est que ce n'est pas vraiment centré sur l'étudiant. On fait ce que le livre propose. Alors, ayant dit cela, bien entendu, je prends en compte que les professeurs ne suivent pas le livre pas à pas, qu'on rajoute toujours quelque chose, qu'on adapte, etc. Cela dit, si c'est une école où on nous demande d'utiliser un livre, les étudiants effectivement s'attendent à ce qu'on en utilise la majorité. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quelques professeurs utilisent des livres, mais en plus des livres, rajoutent encore du matériel. Euh, et, euh, et mon impression, c'est que plus on utilise de matériel, moins il se passe de choses dans la classe. Il y a aussi un petit peu, et là je reviens aussi aux stagiaires et aux professeurs débutants, il y a aussi un petit peu l'idée qu'il faut faire ce qu'on a prévu de faire. Euh, et quelquefois l'impression de frustration de la part des professeurs si les activités qui étaient prévues ne sont pas finies. Ce qu'on ne retrouve pas si on utilise beaucoup moins de matériel et qu'on attend que la leçon vienne des étudiants, comme on va le voir juste après. J'ai commencé la présentation, la session plutôt, en vous montrant cette boîte parce que c'est comme ça que je suis rentrée dans la session que j'ai faite en présentiel il y a quelques mois. Pour ceux qui me connaissent, quand je fais une session, une conférence ou un atelier, j'aime démontrer dans les activités de la session le point dont je parle. Et donc, l'idée ici était de venir avec le minimum de matériel et le minimum de réponses toutes faites et toutes préparées et de laisser les participants le plus possible fournir les réponses eux-mêmes. C'est un petit peu difficile avec une conférence en ligne puisque c'est difficile pour vous de communiquer d'une autre manière que par le chat et aussi d'écrire sur un tableau par exemple comme on le ferait en classe. Donc, j'essaierai de vous encourager le plus possible à participer. N'attendez pas forcément d'ailleurs que je vous pose des questions. Vous pouvez à tout moment commenter ce dont je parle dans le chat. Excusez-moi. Euh, mais pour les besoins de la conférence, je vous montrerai des exemples que j'ai utilisés moi-même avec les étudiants, plutôt que de vous faire faire les activités vous-même. On va quand même essayer de faire la première activité
avec vous. Donc, ce que je vous demanderais, c'est de dire dans le chat d'où vient votre prénom, si vous connaissez l'origine de votre prénom, si votre prénom a un sens, ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez votre prénom ou pas et pourquoi, et si vous savez pourquoi on vous a donné ce prénom. Donc, je vais vous le dire à l'oral moi-même et puis je vous laisserai le faire ensuite. Donc ça, c'est une activité que je ferai à l'oral avec mes étudiants. Je leur demanderai de circuler dans la classe, d'aller voir le maximum d'étudiants possible et de parler de leur prénom. Et je prendrai note de ce qu'ils disent. Donc, je vais commencer comme exemple. Donc, moi, je m'appelle Estelle. Estelle vient du latin stella, qui veut dire étoile. La raison pour laquelle je m'appelle Estelle, c'est que mon père avait une tante qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Estelle, mais c'était aussi un fan de Dickens et notamment du livre qui s'appelle Les Grandes Espérances, dont un des personnages s'appelait Estelle. J'aime ce prénom parce que c'est pas un prénom qui est très très courant et qui se dit assez bien dans plusieurs langues. Je vous laisse maintenant dire ce que signifie votre prénom, si vous le savez, pourquoi on vous l'a donné, si vous le savez aussi, et si vous l'aimez ou pas, et pourquoi. Euh, Excusez-moi, j'ai oublié de spécifier. Pour cette partie, juste cette partie de l'atelier, est-ce que vous pourriez faire des phrases complètes comme une conversation à l'oral? Une précision très importante. Et en fait, Emma, c'est très bien que tu écrives en français pour cela, parce que tu es vraiment dans le rôle de l'étudiante. Bruno, tu pourrais dire éventuellement pourquoi tu ne l'aimes pas vraiment, si tu as une raison particulière. Voilà, je vous laisse écrire un petit peu plus. Si vous ne le... Ça sonne un peu vieux, ouais. Je sais pas, j'aurais pas dit ça. D'accord, super. Je vous laisse finir. Donc, gardez en tête que cette activité durerait une bonne dizaine, si ce n'est une vingtaine de minutes. La dernière fois que j'ai fait cette activité, elle a duré, que je vous dise pas de bêtises, 30 minutes. C'était un groupe d'étudiants. Et comme je les faisais changer beaucoup,
ils avaient l'opportunité de répéter les mêmes questions avec plusieurs personnes, mais aussi ils ont vraiment commencé à lancer la discussion sur les points qu'ils mentionnaient. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de regarder les phrases des autres personnes. Donc, en fait, pour nous, c'est un petit peu plus facile parce qu'elles sont écrites. Euh, mais ce que je ferais donc dans une classe en présentiel, ce serait de noter le maximum de phrases que les étudiants ont utilisées. Euh, et je vous dirai ce que j'en ferai après. Donc, si vous regardez les phrases que les différents participants ont utilisées dans le chat box, quel point de langue est-ce que vous pensez qu'on pourrait clarifier, enseigner ou revoir? Je vous laisse noter. Si vous voulez voir plus haut dans le chat, vous avez une barre sur la droite. Donc vous pouvez regarder les phrases précédentes éventuellement. Donc encore une fois, quel point de langue, une fois que l'activité serait finie, quel point de langue on pourrait traiter par rapport à ce que les étudiants ont produit? Je peux vous donner un exemple peut-être? Non, ça y est, vous commencez. Je pense bien entendu aux bons exemples que vous avez utilisés, mais aussi éventuellement aux erreurs, aux choses qu'on pourrait dire d'une manière différente, etc. Oui, oui, tout à fait. Donc j'aime pas, et ça m'embête, ça me dérange. Donc là, il y avait un très bon exemple de Bruno. Ça me dérange pas. Mhm. Ouais, tout à fait. Pronom possessif ou adjectif possessif, ouais. Oui. Mhm. Je vous laisse mettre toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas à revoir toutes les phrases qui ont été écrites. Mhm. Absolument. Mhm. Je vous laisse encore une minute si vous pensez à autre chose. Mhm. Oui, 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 absolument. Je rajouterai éventuellement, je vais rajouter à la liste moi-même.
Voilà, les pronoms, je crois que j'ai pas écrit le bon exemple, mais euh, ou tout simplement je ne l'aime pas plus que ça, ou ils m'ont appelé comme ça, etc. Euh, donc, si vous regardez la liste que vous avez écrite de différents points de langue, et je suis sûre qu'on peut en rajouter davantage, d'une activité très simple, euh, on peut faire découler énormément de points de langue différents, mais ce qui est très intéressant, je pense, c'est que ce sont des choses qu'on n'aurait pas forcément prévues à l'origine. Je vais vous montrer les points de langue qui sont ressortis la dernière fois que j'ai enseigné, euh, que j'ai utilisé cette, euh, cette activité. Alors, pardon pour le tableau qui était un petit peu sale ce jour-là. Donc là, c'était une classe d'étudiants pré-intermédiaires. Pré-intermédiaire, qui était censé être un petit peu plus que pré-intermédiaire. Ils sont pas très très forts, mais quand même, ils sont censés être presque B1, on va dire. Mais bon, qui ont pour la plupart beaucoup de fautes ancrées et besoin de beaucoup de pratique. Euh, donc, ce n'était pas forcément des fautes auxquelles je m'attendais. Donc, effectivement, les adjectifs possessifs sont sortis. Donc, elle aime son nom à l'école. Donc là, j'ai mis mon exemple à chaque fois hein, pour ne pas nommer les étudiants, mais les phrases sont ressorties des étudiants. Donc, effectivement, il y avait l'imparfait, le passé composé qui sont beaucoup ressortis. Si vous voyez la phrase D, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que quelqu'un ait oublié comment on dit, comment vous appelez-vous. Euh, Encore, on a les adjectifs possessifs. Donc, elle aime son nom, ses parents l'ont choisi. Euh, le L'accord après c'est, donc Estelle c'est français et non c'est française. Des faux amis, donc en anglais on dit caractère plutôt que dire personnage. Euh, Mon père a écouté plutôt que mon père a entendu ce nom dans une chanson. Quelques expressions utiles, donc ça veut dire par exemple. Euh, Et après, on peut bien entendu découler sur les différentes manières de dire la même chose. Donc, le sens c'est quoi le sens de votre nom, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, etc. Euh, c'est un prénom original en France. Là, c'était pour revoir les prépositions avec les pays. Donc, ça, c'était un exemple de phrase correcte. Et la dernière, la différence entre les verbes pronominaux et les pronoms compléments. Donc, elle s'appelle Estelle, mais ses amis l'appellent Stella plutôt que ses amis s'appellent. Euh, et bien entendu, à partir de la correction, on a revu les différentes règles, on a clarifié le sens de certaines expressions. Et ce que nous avons fait ensuite, c'était de repratiquer ces mêmes expressions. Ce qui peut bien entendu être fait soit en refaisant l'activité ou en faisant une activité similaire. Donc, encore une fois, l'avantage principal de ce type d'activité, c'est que ce sur quoi on a travaillé, les points de langue sur lesquels nous avons travaillé, étaient totalement adaptés aux besoins et aux intérêts des étudiants. Moi, en tant que professeur, j'aurais pu prévoir certaines des expressions dont ils avaient besoin. J'aurais pu prévoir les points de grammaire dont ils avaient besoin. Mais pas tous. Par exemple, j'aurais probablement pas pensé à voir la différence entre mon père a entendu ce nom dans une chanson et mon père a écouté, par exemple. Excusez-moi. Euh,
Je regarde, excusez-moi, ce qui vient ensuite. Ok, donc le principe, si vous voulez, derrière ça, qu'on utilise, je suis sûre tous un petit peu, mais que moi-même j'utilise de plus en plus, c'est le principe qui a été prôné, développé par euh, euh, Scott Thornbury, pardon, et Luke Meddings du Dogme. Alors Bruno, je sais que tu connais le principe, mais Ellie et Francesco, est-ce que vous pourriez juste me dire si vous en avez entendu parler? Emma, je sais aussi que tu connais. Ah, c'est bien, Ellie. Alors, je suis ravie de l'apprendre. euh, parce que je n'ai pas rencontré encore de professeurs, à part à IH Londres, de professeurs de français qui connaissaient ce principe. Donc, je suis ravie de l'apprendre. Est-ce que vous pourriez nous dire pour quelle école vous travaillez, s'il vous plaît? Ah, c'est pour ça. Ah, voilà. Eh bien, malheureusement, je n'ai encore pas trouvé de professeur de français qui utilise ces principes. D'accord, très bien. Alors, juste, bah, comme vous connaissez tous un petit peu, alors, euh, on essaie de générer cette façon de travailler. J'en suis ravie, Ellie. Très bien. Alors, comme vous connaissez tout ce principe, est-ce que vous pourriez juste mettre dans le chat, nous rappeler les trois piliers de de ces principes dogmes? Pour ceux qui regarderaient l'enregistrement plus tard, donc dogmes qui sont des principes pour qui essayent. Sean, don't mention dogme. Ah, I thought, je pensais que Sean, I thought that if I mentioned it in French, you wouldn't notice. Euh, donc, qui sont, dont l'idée principale, c'est de travailler avec le moins de matériel possible. Mais on va voir les trois principes, les trois piliers. D'accord. Étudiant comme ressource, c'est un des principes, ouais. Oui, d'accord, tout à fait. On s'adapte aux étudiants, oui. Oui, d'accord. Donc on utilise ce qu'on a plutôt que d'apporter beaucoup de matériel, d'accord. Je ne vous vois plus taper, donc je vais vous montrer les trois gros principes. Donc, ce que vous avez mentionné, bien entendu, ça fait partie des idées, des différentes idées du dogme. Mais les trois principes, les trois piliers, on va dire, c'est que c'est basé sur la conversation principalement. Euh, Sean. C'est basé sur la conversation, qu'on utilise le moins de matériel possible et que on travaille sur le langage émergent. Alors, je ne sais même pas si on dit langage émergent en français. J'ai essayé de le chercher partout, mais comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui a l'air très développé en France. Euh,
Bien que c'est quelque chose, je suis sûre qu'on utilise tous dans les classes, même si on le fait un petit peu. Donc l'idée, contrairement à ce que le nom dogmé indique, l'idée c'est que ce n'est pas un dogme, qu'on n'est pas obligé de faire cela, qu'on n'est pas obligé de faire que ça, mais que c'est utile, même pour une petite partie de la classe, de travailler sur ce que les étudiants ont produit, plutôt que sur des phrases qu'on a nous-mêmes décidé d'enseigner, des expressions qu'on a nous-mêmes décidé d'enseigner, ou même des thèmes qu'on a préparés nous-mêmes à l'avance. Euh, alors, on va voir quelques idées d'activités qu'on peut faire, ou plutôt je vais vous demander de réfléchir à quelques idées d'activités. Oui, ça surprend les stagiaires plus que les profs. Hmm, oui et non, je dirais, Elise. Ce qui se passe, c'est que, en tout cas, moi, parmi les profs que j'ai rencontrés, euh, effectivement, les professeurs utilisaient déjà beaucoup de matériel, mais certains, je dirais, avaient plutôt peur. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord avec le principe, c'est qu'ils avaient plutôt peur. Et on va voir justement quelles sont les réservations des professeurs et peut-être des étudiants aussi par rapport à ça. Euh, donc, oui, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est vos idées d'activités. Euh, j'en fournirai quelques-unes aussi. L'idée étant toujours d'avoir un document déclencheur et à partir de ce document de générer la conversation le plus possible. Bien entendu, ça peut se faire aussi pour les activités de production écrite, pas forcément que pour la conversation, mais on va se concentrer principalement là-dessus. Et comment on peut exploiter cela le plus possible pour faire ressortir du langage, pour faire que l'apprentissage soit le plus riche possible. Euh, donc la première idée que je vous propose, c'est à partir d'une photo. Je vous laisse juste mettre une ou deux idées d'activités. Qu'est-ce que vous pourriez faire lorsque vous avez montré cette photo? Ce que je précise, c'est que c'est une photo d'amis, de mes amis, ok? Et c'est ce que je précise aux étudiants aussi, parce que l'idée aussi, c'est que ce soit le plus naturel possible, comme on a vu tout à l'heure, le plus authentique possible. Ce qui rend bien entendu la leçon plus personnalisée et plus intéressante pour les étudiants. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Juste à partir d'une photo euh, pour générer la conversation, du langage utile pour les étudiants. Ah oui, j'aime beaucoup ça, les bulles. Quelle bonne idée. Ce qui ferait pratiquer l'écrit d'ailleurs, ce qui serait une bonne alternative. Mhm. Oui, tout à fait, la description. Ah, excellent. Alors peut-être qu'Emma a deviné que c'était leur mariage en fait. Ou peut-être pas. Tout simplement, ils ont un enfant. Donc, ouais, c'est leur histoire, c'est très intéressant ça. Poser des questions sur ces personnes. Oui, c'est effectivement ce que j'ai fait, qu'ils me posent des questions sur eux. Les décrire, leur relation, etc. Ouais. Oui, oui, je pense que je ne montrerai pas une photo trop triste, sinon, Emma, surtout si c'est personnel.
Ok, super, parfait. Donc, rien qu'à partir d'une photo, et j'ai demandé la permission à mes amis de la montrer. Je l'ai utilisée je ne sais combien de fois dans les classes et pour des choses différentes. Et même quand je l'utilise pour la même chose, c'est-à-dire principalement, j'ai demandé aux étudiants de me poser des questions sur ces personnes. Il ressort souvent des choses similaires, mais aussi beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai demandé, on venait de faire les pronoms compléments justement, et je m'attendais à des questions comme depuis combien de temps vous les connaissez, est-ce que vous les voyez régulièrement ou des choses comme ça. Donc c'est si j'avais préparé moi-même une activité avec toutes ces expressions-là, c'est ce que j'aurais ressorti. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants m'ont posé des questions beaucoup plus naturelles, qui les intéressaient beaucoup plus et beaucoup plus utiles pour eux. Donc, ils m'ont demandé des choses comme ah, c'est vous qui avez pris la photo ou bien qui lui a acheté le béret, etc. Et des choses beaucoup plus personnelles finalement qui rendaient la conversation beaucoup plus intéressante. Euh, ce qui était très intéressant au niveau du langage aussi, c'est que ça faisait ressortir des choses que je n'aurais pas forcément pensé à enseigner, mais aussi des choses qui sont, je trouve, très difficiles à enseigner parce on a souvent du mal à penser au contexte dans lequel on peut les enseigner parce que on les utilise une fois de temps en temps seulement. Et je pense, en l'occurrence, à cette expression, c'est vous qui avez pris la photo. Parce que je vois dans presque tous les livres, presque tous les manuels de français, ce qu'ils appellent les pronoms toniques. Donc c'est vous qui, c'est lui qui, c'est elle qui. Euh, et à chaque fois, ça tombe toujours pour moi hein, comme un cheveu sur la soupe. Et je me dis, mais vraiment, ça ne sert à rien ces pronoms toniques. Pourquoi est-ce qu'on les enseigne? Et donc, je ne les enseigne pas jusqu'au moment où ils viennent naturellement dans la conversation, comme ça a été le cas, par exemple, euh, avec cette photo. Donc, encore une fois, on se focalise sur des points de langue qui sont utiles aux étudiants. Ils sont forcément utiles parce que c'est ce que les étudiants ont voulu dire. Et aussi, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a décidé d'enseigner un point X ou Y parce que nous, on décide en tant que professeur que c'est le moment de l'utiliser, mais les étudiants ne sont pas forcément toujours prêts à passer à ce point-là. Peut-être qu'en fait, il y a un autre point qu'ils ont encore besoin de pratiquer, ou au contraire, on attend pour enseigner un point, alors que les étudiants sont tout à fait prêts à le voir. Euh, et je trouve ça aussi très bénéfique. Une autre activité, on va faire le même principe et puis après on passera éventuellement aux inconvénients. Euh, je vais juste vous décrire cette activité et vous demander vous poser des questions sur une autre activité. Pour raison de temps, on a commencé 5 minutes plus tard, donc on finira 5 minutes plus tard, mais je suis consciente de l'heure. Donc l'activité que vous connaissez peut-être, hein, de l'étoile où le professeur met des informations sur lui ou sur elle euh, des, à chaque pointe de l'étoile et demande aux étudiants de deviner quelles sont ces informations et ensuite aux étudiants de faire la même chose avec leurs propres informations. Donc c'est quelque chose aussi qui génère énormément de langage. L'activité suivante, c'est tout simplement une affiche de film. Euh, et avec la fiche de film, vous pouvez
ou non utiliser la bande-annonce et ou les critiques de films. Donc, encore une fois, je ne recommande pas de n'utiliser aucun matériel, mais si vous utilisez un peu de matériel, pour moi, ce qui est très important, c'est de l'utiliser de la manière la plus authentique possible et en rajoutant le moins d'activités préconçues. Donc, traditionnellement, ce que j'aurais fait éventuellement, c'était de faire des feuilles d'activités avec des questions, avec des exercices sur la langue, etc. Et là, je vous demanderai quelques idées en utilisant soit juste l'affiche, soit l'affiche avec les bandes annonces et ou les critiques de ce film, mais sans rajouter de feuilles d'activité faites par le professeur. Donc, si vous pouviez nous dire une ou deux idées d'activités ou de leçons même autour de ce film. Mhm. Oui, je pense que c'est ce qui est très utile. Bruno, tu as écrit le sujet du film. Euh, Ce qui est très utile, c'est d'utiliser le matériel authentique euh, de manière la plus authentique possible, c'est-à-dire ben, l'idée d'un film, c'est qu'on en parle, qu'on va le voir, qu'on lit des critiques dessus, qu'on se le recommande, etc. D'accord? Oui, voilà aussi, Ellie, de se recommander un film, oui, tout à fait. D'accord. Donc, si on pense aussi à développer le langage des étudiants, ce que j'ai proposé pour rajouter à vos idées qui sont tout à fait utiles, c'est premièrement d'imaginer de quel type de film il s'agit, donc aussi le sujet, hein, comme le mentionnait Bruno. Euh, et ensuite, de regarder la bande-annonce qui ne révèle pas non plus complètement le sujet. Donc, ils ont imaginé une première fois, ensuite ils ont regardé la bande-annonce, ils ont imaginé une deuxième fois, j'ai noté les différentes expressions qu'ils utilisaient. Et je leur ai demandé aussi d'utiliser quelles expressions ils avaient utilisées, quelles expressions ils avaient eu besoin d'utiliser pour parler du film. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une des étapes de l'activité, donc c'est pas le résultat final. Donc chaque groupe a fait un diagramme avec les différentes choses dont on a besoin pour parler d'un film. Euh, alors, la raison pour laquelle je vous dis que c'est une étape, c'est que, bien entendu, quand vos étudiants font ce type d'activité, par opposition à une activité où vous décidez des catégories, vous décidez du langage que vous voulez qu'ils apprennent, c'est que quelquefois, il y aura des choses qui ne sont pas particulièrement utiles ou pas particulièrement pertinentes. Donc là, je dirais par exemple que la nationalité, le film est français, américain, etc. Pour le niveau des étudiants qui étaient intermédiaires, ce n'était pas non plus particulièrement adapté, je pense. Cela dit,
le rôle du professeur, si vous voulez, c'est de repérer ce qui leur est utile et quelquefois aussi de les orienter vers une autre direction. Donc, quand ils ont commencé à écrire nationalité, j'ai dit, d'accord, effectivement, on a besoin de parler de la nationalité, mais quand on parle d'un film, qu'est-ce qui est important? Et on est arrivé petit à petit au terme version originale, sous-titré, doublé, etc. Ok. Donc, vous voyez que vous avez eu une première étape là en couleur. Euh, Ensuite, ce que j'ai demandé aux étudiants de faire, c'est de lire les critiques des films et de repérer s'ils pouvaient rajouter des expressions qui auraient été utiles pour parler de ce film. En plus, bien entendu, de vérifier si s'ils avaient bien deviné le sujet du film, si la critique leur apportait de nouvelles informations. Donc vous voyez que en noir, je vous montre ça avec une flèche, si je peux. Là, voilà. OK. Donc, en noir, ici, ça a été une autre étape où les étudiants ont rajouté du langage qu'ils n'avaient pas repéré auparavant. Donc, par exemple, pour décrire le film est larmoyant, pontifiant, etc. La crédibilité, vous avez ici la crédibilité, le charisme des acteurs, etc. Donc, bien entendu, avec le professeur comme guide pour les orienter sur le langage qui peut ne pas être particulièrement pertinent, pour les pousser un peu plus vers un langage plus d'un niveau plus élevé. Mais cela dit, encore une fois, ils ont repéré dans le texte des choses qui, sur lesquelles je ne me serais pas forcément attardée moi-même. Et ils sont partis euh, du niveau où ils étaient, plutôt que je devine moi-même s'ils avaient besoin d'apprendre réalisateur ou pas. Ou si c'était acquis, par exemple, euh, personnage, si c'était acquis, ou s'ils allaient encore faire l'erreur de dire caractère, par exemple. Alors, on ne va pas avoir le temps de regarder d'autres idées d'activité. Euh, Ce que je voudrais voir brièvement, c'est, à votre avis, pourquoi les professeurs ont des réservations par rapport à l'enseignement léger. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent travailler soit avec un livre ou soit avec des activités toutes préparées, des feuilles de travail qu'ils ont choisi eux-mêmes. Pourquoi ils préfèrent choisir eux-mêmes les supports, choisir eux-mêmes le langage qu'ils vont enseigner aux étudiants. Si vous pouvez mettre le plus d'objections possible. Oui, je suis tout à fait d'accord, Bruno. Et c'est vrai que pour des professeurs débutants, ça peut être... Voilà, exactement. Oui, c'est souvent ça, question de contrôle et c'est plus rassurant pour le prof. Et je dois dire moi-même que j'aurais probablement beaucoup de réservations pour des professeurs débutants et des stagiaires, tout simplement parce qu'on n'a pas encore l'expérience d'expliquer, de clarifier quelque chose qu'on n'a jamais enseigné. Euh, et tout simplement qu'on n'est pas forcément capable de le faire encore. Du point de vue des étudiants, quelle peut être la peur à votre avis? Si on rentre dans la classe sans aucun matériel, que du papier et un crayon.
Je vois que vous êtes en train d'écrire, donc j'attends. Oui, voilà, donc Élie, vous mentionnez le caractère très encadré et, heu et effectivement, c'est plus rassurant aussi pour les étudiants, de travailler, voilà, comme le dit Bruno aussi, avec des documents. Et il met du temps à comprendre qu'un langage bouge. Oui, voilà, tout à fait. Et vous avez aussi très probablement l'expérience d'étudiants qui veulent que tout soit écrit sur papier, etc. Euh, alors que, comme on le sait probablement tous, le langage est premièrement oral. Je vais vous laisser finir d'écrire pour 1 minute et on verra comment parer euh, à ces réservations. C'est amusant ce que vous dites, et le langage se pratique, ce n'est pas une science. Mais c'est vrai que l'attitude souvent des adultes, et d'ailleurs oui, beaucoup plus des adultes que des enfants, c'est de se dire qu'on va apprendre quoi, combien de mots, en combien de temps, comme si c'était quelque chose de fixe et préétabli. Oui, c'est une question d'habitude, tout à fait, d'expérience d'apprentissage, Bruno, c'est vrai. Et oui, ils connaissent tous les verbes irréguliers, mais peuvent-ils faire une phrase? Ok, donc on va voir comment parer à ces objections. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est la structure. Ok, j'ai malheureusement pas le temps de vous solliciter pour les différents moyens de parer à ces objections. Donc, malheureusement, de manière pas du tout dogmée, je vais vous montrer les, euh, les 10 manières de s'assurer que les étudiants euh, et que le professeur voit le bénéfice et bénéficie effectivement de ces principes. Euh, donc, pour clarifier rapidement, récompenser dès que les étudiants ont utilisé des expressions utiles, donc leur dire que c'est bien, les faire remarquer à toute la classe, récupérer le langage que les étudiants ont utilisé pour travailler dessus, reformuler. Donc, bien entendu, quelquefois, l'objection, c'est que les étudiants ne vont rien sortir de nouveau ou d'intéressant. Ce qui est rarement le cas, mais même si c'était le cas, on peut les solliciter ou leur enseigner des manières plus complexes ou nouvelles de dire la même chose. Rapporter, alors là, ce qu'on attend par rapporter, c'est à la fin d'activité, par exemple, de parler de ce qui a été utilisé, c'est-à-dire les étudiants rapportent ce dont ils ont discuté pendant leurs activités. Recycler, très important pour que les étudiants voient ce qu'ils ont appris. Donc, réutiliser le langage qui a été appris, soit dans la même leçon, soit dans une leçon suivante. En garder une trace, et on va voir comment en garder une trace. S'il n'y a pas de livre, c'est souvent l'objection, comment on revoit ce qu'on a fait, et aussi le problème du manque de structure. Rechercher, donc à partir de ce que les étudiants ont ressorti, euh, leur demander d'aller faire des recherches sur différents points de langue. Référencer, ça c'est par rapport à un autre type d'objection où les étudiants ou les professeurs même disent oui, mais là on n'a pas appris ce qui était au programme, par exemple. Euh, où on n'a pas pris ce qu'on est censé apprendre à ce niveau, alors qu'on peut, en fonction des choses qui sont ressorties dans la classe, montrer comment ça correspond justement à ce
censés, soi-disant, apprendre, et revoir ce qui a été vu précédemment dans d'autres activités, soit à d'autres moments du cours. Je vous prie de m'excuser, je vais accélérer un petit peu pour vous montrer différentes manières de garder une trace et de recycler ce qui a été fait. Donc, ce que je fais de plus en plus, c'est que on travaille sur le langage à la fin de la classe. On le recycle en réutilisant les activités, en réutilisant les expressions qui sont ressorties. On reformule, donc par exemple, vous voyez ici les différents mots qu'on peut utiliser pour parler du travail ou pour parler de quelque chose qui est vieux. Veuillez m'excuser. Et une fois qu'on a travaillé sur ce langage, je fais une photo du tableau pour m'en souvenir moi-même, pour pouvoir le recycler plus tard, le revoir plus tard, mais aussi pour que les étudiants puissent retravailler dessus à la maison ou ceux qui ont été absents puissent le voir et tout simplement pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont appris pendant la leçon. Donc, pour voir que c'est pas parce qu'on a juste parlé qu'on n'a rien appris. Ça, c'est un exemple pour un cours individuel. Je suis consciente, Emma, que je dois m'arrêter bientôt et je vais le faire dans 2 minutes. Donc, le problème aussi, avec les cours individuels aussi, ça peut être qu'ils se disent, bon, ben, on a beaucoup parlé, mais qu'est-ce que j'ai appris? Donc, j'apporte une feuille où je prends des notes souvent sur une feuille de brouillon et à la fin d'une activité, par exemple, je complète la feuille avec les points qui sont ressortis. Et ce que vous voyez ici, c'est le résultat des questions que j'ai posées à l'étudiant par rapport au langage. Avec des exemples de vocabulaire, de grammaire, de prononciation, des conseils, etc. J'en fais une copie, l'étudiant en garde une copie, ce qui nous permet de revoir ce qui a été appris, de le recycler, de retravailler dessus. Bien entendu, vous pouvez faire un résumé vous-même. On utilise une plateforme qui s'appelle Moodle à IH Londres où on met des résumés de ce que nous avons fait dans la classe. Et ça peut être, et bien entendu, vous pouvez avoir comme on avait vu tout à l'heure, excusez-moi, les posters que les étudiants créent eux-mêmes, en sachant que ça, ce n'est pas le poster final, mais les posters une fois que le langage a été corrigé, etc. Voilà, nous n'avons plus techniquement de temps. Je vous mets mon adresse, mes 2 adresses email si vous voulez me contacter, et la référence du livre qui est en anglais malheureusement, donc peut-être qu'il sera en français une fois. Merci Ellie pour votre participation. Vous pouvez éventuellement me poser quelques questions dans le chat en attendant la prochaine présentation. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par email. Merci beaucoup pour votre participation. J'en déduis que vous n'avez pas de questions. Donc, merci Estelle, mais Merci pardon. Si quelqu'un, si, mais il y a je parle pas français, oui. Si alguien, non. Si personne a des questions, tenemos tiempo. Sorry, my French is gone. Non, si pas de questions. Oui. N'hésitez pas à m'envoyer des questions par email si vous le souhaitez. Merci. Et vous avez un lien. Emma, excuse-moi, le lien qui est à gauche, est-ce que tout le monde peut le voir?
Oui, je crois que si. Oui, vous avez un lien à gauche, en bas à gauche qui s'appelle IH Talks. Voilà, il est au milieu maintenant. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez l'enregistrement de toutes les sessions d'aujourd'hui qui apparaîtra à partir de la semaine prochaine. Mais vous pouvez d'ores et d'avant cliquer dessus et le copier, le coller